Ici Roger Clavel, bienvenue à Interroger. Interroger, l'émission où les questions demandent une réponse, méritent une réponse. Cette fois-ci, on va commencer différemment un peu. Je vous ai habitué, on a commencé l'émission parfois avec une question, parfois une devinette. Là, je commence par une excuse. Errare erratum est. C'est une citation latine qui veut dire « l'erreur est humaine ». Eh bien oui, j'ai fait une erreur la dernière émission. On avait rencontré, vous savez, un diacre qui est venu nous parler d'un saint dont on célébrait la canonisation ici à Saint-Raymond-de-Portneuf. On avait le diacre Stéphane Moisan. Alors, dans mon improvisation, comme je fais toujours, je lui ai prêté des vertus, des qualités qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas administrer des sacrements. Alors, mon erreur, mon excuse, et même si il n'est pas en mesure d'offrir le sacrement du pardon, il m'a assuré de son pardon. Il ne m'en voulait pas du tout. Et parlant de ça, ça a été quelque chose qui a été intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été à la paroisse pour voir la conférence qui a été donnée au nom du saint, un jeune Italien, Saint Carlo Acutis. Maintenant, je ne veux pas me tromper cette fois-ci, il y a eu quand même dans l'histoire de l'humanité des erreurs célèbres. Par exemple, Christophe Colomb, il cherchait la route des Indes. Ah ben, c'est toute une erreur de compas parce qu'il s'est retrouvé en Amérique. Alors, certaines erreurs sont plus intéressantes que d'autres. La tour de Pise. Bon, la tour de Pise, aménagée autour de 1100 quelque chose, elle a une inclinaison très forte. De 4 ou 5 degrés pour un bâtiment de cette hauteur, je pense à 60 mètres, c'est une erreur, mais une erreur payante, parce que malgré tous les efforts pour la redresser, c'est parce qu'elle est croche que les gens vont la visiter. Alors, beaucoup d'argent sur la base d'une erreur. Puis enfin, une autre erreur célèbre, la marque de motoneige Skidoo. Saviez-vous que ça ne devait pas s'appeler Skidoo? L'inventeur, Joseph Armand Bombardier, avait dit « Bon, je vais envoyer des catalogues pour impression aux États-Unis. » Alors, il l'avait baptisé, sa fameuse motoneige, Ski Dog. Alors lui, il s'est dit « Je vais marquer Ski Dog. » Mais à l'autre bout, aux États-Unis, ils ont lu Skidoo, D-O-O. Alors, imaginez, aujourd'hui, peut-être qu'une erreur de frappe a fait en sorte que une des plus grandes inventions des loisirs de notre époque s'appelle maintenant Skidoo. Et si ça s'était appelé Ski Dog, seul l'avenir, seul bien malin pourrait nous dire qu'est-ce qui serait advenu de cette invention. Alors parfois, l'erreur est très très bonne. Donc, vous me voyez vraiment m'excuser et c'est fait. Maintenant, on peut avancer avec l'émission. On va parler, puisqu'on a parlé d'un saint, parlons d'un autre saint dont la fête s'approche, c'est Saint Valentin. À celui-là, on ne va pas faire d'erreur. Mais vous savez que c'est aussi une occasion pour les personnes âgées d'être l'objet, d'être la cible d'arnaques, de toutes sortes de manœuvres. On va rencontrer, pour nous en parler, de la fraude amoureuse chez les aînés. On a rencontré Jessica Ouellet de la Sûreté du Québec. Aujourd'hui, à notre émission, nous recevons quelqu'un qui va nous parler d'un sujet assez intéressant puisqu'on parle ces temps-ci de la Saint-Valentin. On va parler de l'arnaque, de la fraude amoureuse avec nul autre que Jessica Ouellet de la Sûreté du Québec. Bonjour. Bonjour. Jessica, votre titre exact, c'est coordonnatrice en... En fait, je suis coordonnatrice en police de proximité dans la MRC Jacques-Cartier et Portneuf. Ça veut dire la police de proximité, celle qui va dans les milieux, qui rencontre les gens. Effectivement, oui, je crée des liens avec les partenaires, je vais travailler avec les partenaires, je vais travailler en amont, en fait, de la patrouille traditionnelle. Je vais développer des projets, faire des conférences, de la formation, évaluer les problématiques au niveau de la communauté. Je suis locale, donc itinérance, santé mentale, la fraude, jeunesse. Il y en a beaucoup, hein? C'est pas un travail de tout repos. Non, effectivement, il y a plusieurs petites problématiques au niveau... Ça fait combien d'années que vous êtes là, en poste? Là, le poste que j'occupe présentement, je pourrais dire environ 4 ans. Par contre, j'ai quand même 22 ans d'ancienneté au sein de la Sûreté du Québec. Vous en avez vu beaucoup. Ça, c'est important de le dire. Je parlais en introduction justement de cette fraude amoureuse. C'est difficile. Comment on peut la définir, cette fraude amoureuse? Parce qu'elle est destinée en particulier aux aînés.
Oui, effectivement, c'est notre clientèle cible là, que les fraudeurs vont aller chercher. La fraude amoureuse, là, c'est quand même la deuxième fraude la plus importante au Québec et au Canada quand on parle de perte financière. Ah oui. Au niveau des aînés, la perte financière, elle s'élève à 20 millions. Là. Fait que c'est quand même beaucoup. Bien, c'est une cible facile aussi, hein, vulnérable. Oui, puis les aînés sont plus gentils aussi, sont plus patients lorsqu'ils parlent sur les réseaux sociaux qu'ils connaissent un petit peu moins aussi. On a aussi des fraudes au niveau du téléphone, mais ça, c'est pas de la fraude amoureuse, ça va être une autre sorte de fraude. Alors, on s'y prend comment? Un malfaiteur appelle, comment ça se passe? En gros, il y a plusieurs modèles, là, mais le plus courant. Bien, en fait, le fraudeur, il va initier une relation au niveau des réseaux sociaux, puis ensuite, il va passer sur une plateforme qui est un petit peu plus sécurisée. Il va aller soit sur les médias sociaux ou où ce qu'on fait des rencontres. Là, les agences de rencontres en ligne. C'est en plein ça. Là, ensuite, il va se faire passer pour une autre personne qui n'est pas. Souvent, ça va être un homme ou une femme, là, vous savez, ça peut être les deux, qui va avoir quand même une bonne prestance, quelqu'un d'indépendant, qui va avoir sa vie en main. Par la suite, ben là, il va créer une relation de confiance avec la victime. On a vu aussi que ça pouvait être des chanteurs connus, des acteurs connus, mais ça peut être monsieur, madame, tout le monde. La plupart du temps, ben, il se trouve à l'étranger, hein, pour pas être près de la victime, mais il va toujours laisser entendre à la victime qu'il va venir la voir au pays. Fait qu'il va lui faire comme une belle petite histoire d'amour. Il va nourrir des besoins que la victime... Parce que la personne peut être seule, souvent. Oui, on effectivement. utilise cet argument-là. Vivre un deuil, tu sais, être seul, être pas bien dans sa relation non plus. Ou quelqu'un qui va avoir peut-être des petites difficultés de santé, des choses comme ça. Puis là, bien, de fil en aiguille, il va créer une relation de confiance, va s'arranger pour que la victime tombe en amour virtuellement avec lui. Puis c'est un réel sentiment amoureux que la victime vit, là. Elle est vraiment en amour. Puis c'est des chanteurs de pommes, ils ont l'habitude. Ouais. Ils s'informent sur la victime aussi, hein? Oui, effectivement, ils s'informent sur la victime. Ils vont aller faire des recherches au niveau de ses réseaux sociaux, sur Facebook, mais aussi en créant cette relation-là avec elle, bien là, ils vont l'amener aussi à donner de l'information sur elle, à créer de la confiance. Fait que la victime va se confier, en fait, au fraudeur, qui va, lui dire qu'elle est belle, qui va venir la voir, que c'est la personne de sa vie, va créer des faux espoirs pour une vie à deux. Ça se fait pas en une session, là. Non. Ça se fait sur du long terme. Oui. On gagne la confiance. On va fouiller un peu son empreinte numérique, parce que c'est comme ça qu'on peut le dire. J'ai été regarder telle émission, j'ai des favoris. Il sait déjà comment vous amadouer. Oui, effectivement. Puis là, il peut même emprunter d'autres personnes qui vont faire croire qu'ils font partie de leur famille. Ces gens-là vont parler à la victime aussi. Fait qu'il va s'inventer une vie là, autour de tout ça, puis ça va sembler vraiment crédible. Puis quand la victime va douter de lui, bien, il va toujours avoir le bon prétexte, en fait. Le bon prétexte pour dire « Ah ben non, tu sais, ils se mettent entre nous, ta famille ne croit pas en notre amour. Écoute-les pas, ils vont briser, ils sont jaloux, tu sais. » Fait qu'ils usent de plein de stratagèmes comme ça, en fait, fait que la victime vient isoler à quelque part. Puis la famille voit aller les choses aussi autour de ça, là. Fait que là, la famille va en parler avec la victime qui va se sentir honteuse. C'est ça, je n'osais pas le demander, mais il y a des gens qui vivent la honte à travers un exercice comme ça, parce qu'elles se sentent sans doute un peu manipulées au début, et petit à petit, là, ils sont prises. À qui vont se confier? On va les traiter de qui? On va les traiter de quoi? Puis si on dit que c'est environ 10 de ceux qui sont fraudés qui vont dénoncer ou en parler même à leur famille. Ça, c'est important. Ça veut dire que... Donc, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des mesures, des trucs, des conseils qu'on peut dire aux gens? Parce que ça fonctionne. Je peux extorquer de l'argent à une personne, un homme, une femme, si j'ai bien joué mon jeu de charmeur. Et à ce moment-là, la personne est lésée dans ses droits, identifiée un peu, elle se sent mal. Est-ce qu'il y a une manière des conseils qu'on peut donner aux gens? Bien, tu sais, pour être honnête, c'est vraiment la prévention, la sensibilisation, d'aller rejoindre le plus de personnes possible pour qu'ils soient plus à l'affût s'il y a un proche autour d'eux qui
qui est victime de tout ça. Puis, si la victime elle-même peut prendre conscience qu'elle est prise dans une fraude amoureuse, parce que plus la fraude va être longue, de longue durée, plus ça va être difficile pour la victime de sortir de cette relation-là. Parce que même si certaines victimes ont même nommé qu'elles le savaient, elles continuent quand même à envoyer de l'argent à leur fraudeur parce que cette personne-là nourrit quelque chose qu'elles n'ont pas, comme un sentiment de solitude. Il s'occupe, il est présent le plus possible. Fait que c'est ça qui fait qu'il reste dans cette relation-là. Puis, j'imagine que c'est un terreau fertile, la solitude, l'isolement. On constate d'une étude à l'autre chez les personnes âgées qu'il y a énormément de solitude. Les femmes vivent 4 ans ou 5 ans de plus vieux qu'un mari, donc elles sont plus nombreuses, elles sont seules, elles ont été accompagnées toute leur vie. Ça en fait des proies très, très faciles. Mais ne vous trompez pas, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont prises dans la fraude amoureuse. Puis, tu sais, nous, ce qu'on fait aussi, tu sais, le modus operandi qu'on appelle la façon de faire des fraudeurs, bien, ils vont demander souvent aux victimes de leur envoyer des cartes cadeaux. Parce que là, les institutions bancaires sont quand même très à l'écoute puis très au fait de ce qui se passe au niveau de la fraude dans les institutions financières. Donc, mais pour contourner ça, on prend la carte cadeau. Ils vont leur demander d'aller dans les pharmacies, dans les épiceries, chercher des cartes cadeaux. On a des victimes qui ont perdu au-dessus de 100 000 $ et ont perdu leur retraite. Hein? Autant que ça. Je suis vraiment surpris. C'est énorme. Puis c'est pas le minimum, là. C'est la moyenne. La plupart des gens qu'on rencontre, c'est 70 000, 50 000, 100 000. Ça mène les gens parfois au suicide. C'est vraiment déprimant d'entendre ça parce qu'effectivement, profiter d'une personne, aînée ou pas aînée, c'est une disgrâce. On ne devrait pas profiter d'un autre. On sait que c'est l'être humain, ça existe, on ne corrigera pas de tout, mais on peut mettre les chances sur son bord. Ça, c'est une des principales fraudes auprès des aînés, la fraude amoureuse, à défaut d'un autre. Non, parce qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est vraiment pas... c'est vraiment une forme d'esclavage. Une fois que tu es rentré dans le système, tu ne peux pas t'en sortir. Est-ce qu'il y a d'autres types de fraudes un peu qui ressemblent, qui utilisent des systèmes semblables? Bien, on a beaucoup de fraudes téléphoniques. En fait, les fraudeurs vont se faire passer pour une institution financière. À faire attention parce qu'ils utilisent des logiciels pour mettre sur les afficheurs. Ils vont encore une fois, vont avoir l'air vraiment crédibles. Ils vont appeler, dire, bon, mais c'est la caisse, vous avez été fraudée, la banque ou la caisse avait été fraudée sur votre carte de crédit, carte de guichet. Ils vont les garder en ligne. Une autre personne va venir récupérer les cartes avec le NIP disant qu'il allait recevoir une nouvelle carte puis qu'il allait détruire leur carte. Ça, c'est une fraude qu'on voit régulièrement. On fait beaucoup de prévention là-dessus aussi, puis on en parle un peu partout dans nos médias. Le plus possible, largement. Mais ça veut dire que, sans paniquer, sans dire que tout le monde va être la cible, il y a un pourcentage. Et il y a des gens plus vulnérables que d'autres, j'imagine, un peu des gens qui ont confiance facilement. Puis encore une fois, c'est les personnes aînées qui sont victimes dans cette fraude-là. Ils vont chercher les numéros de téléphone dans le bottin téléphonique, en fait, des noms qu'on voyait plus autrefois dans d'autres années. Fait qu'ils vont aller chercher des personnes plus... Un téléphone fixe, par exemple, parce que le téléphone fixe, on a encore quelques annuaires, on peut retracer quelqu'un comme ça. Ça veut dire que l'argent est le motif principal, mais aussi... une personne qui vit entourée de gens, si une personne est sollicitée et qu'elle en parle à son voisinage, à ses proches plus particulièrement, ça donne une chance peut-être d'avoir un deuxième avis avant d'aller plus loin. Parce qu'on dit souvent, si c'est trop beau pour être vrai, il y a quelque chose dont on doit se méfier automatiquement. Puis le fraudeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire monter vos émotions. Il va faire un sentiment d'urgence. Ça presse, là, vous êtes en train de nous faire frauder. Donc, la personne va avoir plus de difficultés à réfléchir parce qu'elle va être dans l'émotion. Fait que c'est vraiment de cette façon-là qui fonctionne. On est dans l'émotion, on raccroche pas, oui, c'est urgent. Tu sais, fait que là, même n'importe qui a plus de difficultés à réfléchir par lui-même quand ils sont dans l'émotion ou, tu sais, qu'ils sont stressés. Qu'est-ce que la police peut faire? Parce qu'il y a de la prévention, c'est sûr. Vous ne pouvez pas intervenir quand le truc se produit. La personne vous appelle. Qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire? Bien, il y a eu des arrestations qui ont été faites dans les dernières semaines, des fraudeurs qui ont été pris en flagrant délit. Ah oui? La victime nous contactait, puis on arrivait sur place, on était capable de localiser les fraudeurs puis procéder à leurs arrestations.
On a eu aussi les caisses des jardins qui nous ont contactés à quelques reprises, qu'on a pu faire des arrestations également de fraudeurs qui se trouvaient à l'intérieur de l'institution financière en train de sortir l'argent des cartes de guichet ou des cartes de crédit. Fait qu'on a quand même des résultats, mais on échappe quand même. Il y a des victimes qui n'en parlent pas parce qu'ils ont honte d'en parler, ils se sentent mal à l'aise. Ils se disent « Ah, c'est un petit peu de ma faute. » Ils pensent que c'est de leur faute, mais en fait, c'est pas de leur faute. Il faut en parler, il faut dénoncer, il ne faut pas se sentir honteux. Déculpabiliser le plus possible parce que ça aurait pu arriver à n'importe qui, finalement. Oui, puis ils peuvent aller voir aussi sur le Centre antifraude du Canada. Il y a plein d'informations là-dessus là, expliquant les sortes de fraudes, puis il y a des alertes également. Ils peuvent dénoncer sur le site, même s'ils n'ont pas été victimes d'une fraude, mais qu'un fraudeur a essayé de les frauder. En tout cas, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que justement, à l'approche de la Saint-Valentin, il y a certainement une recrudescence potentielle, parce que c'est une occasion de fête, une occasion, j'arrive justement d'une résidence personnes âgées, les gens sont prêts de nous accueillir, ils s'ennuient, il y a des gens qui s'ennuient. On dit que l'ennui, c'est une des causes les plus tragiques d'une fin de vie, parce que on est abandonné. Peut-être que les familles immédiates doivent se rapprocher un peu plus de leurs parents, de leurs grands-parents. Oui, moi, je trouve ça important. C'est vrai que régulièrement, nous rencontrons des personnes aînées, puis effectivement, c'est ce qu'ils nous disent, qu'ils n'ont pas beaucoup de visites de leur famille. Bien, c'est important d'être avec les gens, en fait, qui nous ont mis au monde, de passer des moments avec eux autres, parce que à quelque part, ils nous ont donné ces moments-là aussi. Parce qu'il y a également cette réalité qui fait que quand tu es entouré, déjà, tu te confies plus. À une table, si tu es dans une résidence, mais tu comptes ça à d'autres, ben oui, ça tombe bien, moi aussi. Il y a eu une fraude, la caisse m'a appelé. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, l'isolement, c'est pas bon pour des cas comme ça. Il faut sortir de son isolement, en parler le plus ouvertement. Je fais régulièrement des conférences, en fait, sur oui, la justement, fraude. Comment ça se passe? Vous allez où? Je vais un petit peu partout. C'est des partenaires qui me contactent, dans tous les groupes, que ce soit les fermières. J'ai des invitations. Il y a aussi des rencontres qui vont être médiatisées, puis qu'il y a des gens qui vont se présenter là. Ça se passe super bien, c'est super convivial. Les personnes y apprennent beaucoup. Puis il y en a beaucoup qui viennent se confier dans ces moments-là pour dire, moi j'ai été victime, mais ça me mettait mal à l'aise d'en parler. Fait que ça a des bons résultats aussi. Puis ça permet aussi à la police de rester à jour dans toutes les techniques nombreuses qu'on invente chaque jour. Des fois, je me dis, si on mettait la même ingéniosité à faire du bien qu'on en met à faire du mal, ça irait mieux. Oui, puis pour les fraudeurs, c'est une carrière, là. Ils font ça jour et nuit, puis c'est genre plusieurs victimes à la fois, là. C'est triste, là. Si les victimes étaient capables de voir, étaient au courant un peu de tout ce qu'ils font, puis tu sais, ils se réinventent, là. Eux, ils font ça tout le temps, tandis que nous, les corps de police, on fait pas ça 24 heures sur 24, là. Non, parce que vous avez d'autres occupations à faire. Effectivement. Alors, je terminerai en disant, un message en particulier à adresser aux personnes âgées, aux personnes à la maison, des gens qui pourraient être des cibles faciles. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bien, en fait, c'est de ne pas avoir honte, de venir nous parler, d'en parler autour de vous, qu'il y a plusieurs victimes de fraude, que ce soit à l'âge de 40 ans, à l'âge de 70 ans ou à l'âge... Hommes ou femmes. Effectivement. Fait que c'est d'en parler, de vous confier, puis de ne pas avoir honte. C'est ça le plus important. Jessica Ouellette, merci infiniment. Ça fait plaisir. Et bonne Saint-Valentin. Bien, merci. Pour terminer l'émission Interrogée, on a pensé vous faire une petite surprise. Une surprise à plusieurs personnes. On a été à l'Estacade, la résidence pour personnes âgées, et les gens étaient de bonne humeur, et je pense qu'ils avaient quelque chose à exprimer à tous les téléspectateurs, à toutes les familles, à tous les enfants, et les personnes seules aussi, à qui elles avaient ce message à donner. Oui, bonjour. Je voudrais souhaiter la Saint-Valentin à ma merveilleuse sœur Gisèle. Gisèle Boulay, qui habite à Montmagny et qui est fantastique. Je me rappelle les beaux souvenirs d'enfance que j'ai eus avec elle et ça me remplit le cœur de joie à mes 82 ans. Aujourd'hui, je les fête et je suis enchantée d'être avec ces belles dames qui fêtent avec nous. Alors, joyeux Saint-Valentin, Gisèle, et à ton homme également, Gilles.
Bonne Saint-Valentin à toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrières. Et je veux souhaiter aussi bonne Saint-Valentin à tous les résidents de l'Estacade. Ceux qu'on voit, ceux qu'on ne voit pas, mais vous êtes dans notre cœur, on vous aime beaucoup. Alors, bonne Saint-Valentin à tout le monde. Amusez-vous. Bonne Saint-Valentin à tous mes frères et leurs familles. Et à mes 7 petites sœurs ici. Bonne journée de Saint-Valentin. Je souhaite la Saint-Valentin à tous mes frères, mes sœurs, aux frères et belles-sœurs et tous les amis qui sont ici présents. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Marie-Paul Moisin. Je souhaite une bonne Saint-Valentin à tous mes petits-enfants, mes enfants, puis à tous ceux de ma famille, tous mes amis ici réunis. Bonne Saint-Valentin, merci. Oui, bonjour, je m'appelle Linda. Je souhaite la Saint-Valentin à Sylvain Martel. Joyeuse Saint-Valentin, chérie Guilhem. Ben, c'est pas pire de même? Bon, ben voilà qui complète notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin. À la prochaine.